tous, bienvenue sur Tendance Ouest à 2 jours du second tour des élections législatives. Interview exclusive ce midi avec Elisabeth Borne, ex-première ministre et candidate sur la 6e circonscription, celle de Vire-Évrecy. Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. À mes côtés, Lucien Devauge, rédacteur en chef adjoint de Tendance Ouest. Bonjour. Bonjour Léa. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, Lucien, je vous laisse la main pour présenter notre invité, son parcours, ses fonctions. C'est à vous. Merci Léa. Bonjour Elisabeth Borne. Vous êtes devenue ces 7 dernières années une figure politique nationale, mais certains auditeurs ne vous connaissent pas forcément encore très bien. Vous êtes née à Paris, où vous avez suivi toutes vos études, en étant notamment diplômée de Polytechnique. Si vous êtes engagée en politique sur le tard, vous avez gravité assez tôt dans les ministères, conseillère de Jack Lang à l'Éducation nationale, membre du cabinet de Lionel Jospin à Matignon un peu plus tard, directrice de cabinet de Ségolène Royal lorsque celle-ci était ministre de la Transition écologique sous la présidence de François Hollande. Votre ancrage politique se situe alors plutôt à gauche de l'échiquier. Dès 2017, vous rejoignez Emmanuel Macron qui fait campagne pour devenir président de la République. Un soutien payant puisque vous devenez tour à tour ministre des Transports, de la Transition écologique et puis du Travail en dernier lieu. En 2022, après la réélection d'Emmanuel Macron, il vous nomme première ministre, faisant de vous la deuxième femme à occuper ces fonctions après Édith Cresson. Vous quittez Matignon en janvier 2024, après 2 ans marqués notamment par l'usage à de nombreuses reprises du 49.3 et une réforme des retraites controversée. Aujourd'hui, vous tentez d'être réélu dans la 6e circonscription du Calvados, puisque vous revendiquez des racines normandes avec une famille de pharmaciens à Livaro, si je ne me trompe pas, ville dont votre grand-père maternel a d'ailleurs été le maire il y a quelques décennies, avant-guerre et après-guerre, si je ne me trompe pas, là non plus. Vous avez face à vous Nicolas Calbrix, candidat du Rassemblement national, et c'est de ça dont nous allons maintenant parler avec vous, Léa. Oui, merci Lucien. Effectivement, un duel donc face au Rassemblement national au second tour. On rappelle qu'un débat était prévu logiquement mardi dernier entre vous, Elisabeth Borne, et Nicolas Calbrix, mais celui-ci a décliné à la dernière minute. Elisabeth Borne, on va vous donner la parole maintenant. Vous vous êtes qualifiée au second tour sur cette 6e circonscription avec près de 29% des voix, derrière donc le Rassemblement national. Est-ce que vous vous attendiez à un tel résultat dimanche soir ? Vous savez, je pense que le résultat est difficile à prévoir dans une élection législative. Moi, ce que je note en effet, c'est qu'il y a une montée du Front National, du Rassemblement national, dans la 6e circonscription, comme c'était le cas pendant les européennes et comme ça a été le cas sur l'ensemble du territoire. Et puis je note aussi que moi, j'ai fait 3000 voix de plus qu'au premier tour de 2022. Je voudrais remercier évidemment tous les électeurs qui m'ont fait confiance. On est maintenant dans un second tour face à ce monsieur candidat du Rassemblement national. 3000 voix de plus pour vous par rapport à 2022, mais 5000 voix de moins par rapport à votre adversaire du Rassemblement national. Vous êtes en danger, Elisabeth Borne ? Enfin, le sujet, vous savez, c'est pas tellement ma situation personnelle, c'est qui demain pour représenter cette circonscription. Est-ce qu'on veut un candidat qui rabâche des messages nationaux préparés à Paris, ou est-ce qu'on veut une candidate, une députée demain qui est engagée pour le territoire depuis 2 ans avec mon suppléant Freddy Certain, qui a des résultats concrets pour la circonscription dans les domaines de la santé, dans les domaines de la formation des jeunes. Et vous savez que quand on est dans un territoire comme celui de la 6e circonscription, on a besoin que les jeunes puissent se former dans le territoire. Et c'est par exemple le sens de l'école de production dont j'ai soutenu la création à Condé en Normandie. C'est permettre à chacun de trouver une voie, des écoles de production, et puis de se former dans le territoire. Parce que je voudrais le dire aussi, c'est une circonscription qui a une grande tradition industrielle, qui a des très belles entreprises, et qui a du mal à recruter. Donc, c'est ce projet d'école de production qui m'a tenu à cœur et qui voit le jour et qui fait le plein pour la prochaine rentrée. C'est un des exemples des dossiers que j'ai portés concrètement pour la circonscription. Vous étiez sur le marché de Vire il y a quelques minutes. Quel accueil vous recevez aujourd'hui quand vous vous déplacez, quand on voit aujourd'hui que de nombreux députés de la majorité présidentielle reçoivent un accueil mitigé, que le visage d'Emmanuel Macron n'est pas forcément fait figure de repoussoir aujourd'hui. Quel accueil vous recevez quand vous êtes sur le terrain ? On n'a pas, heureusement, dans cette 6e circonscription, des violences comme on a pu en avoir dans d'autres circonscriptions. Je pense à Prisca Thévenot, par exemple, qui a été agressé avec ses équipes. Et je renouvelle tout mon soutien. Par contre, on a en face de nous des Français qui ont beaucoup de questions, qui peuvent être confrontés à des difficultés de la vie quotidienne. Et on a beaucoup d'échanges sur ces difficultés. Évidemment,
Il y a beaucoup de sujets qui relèvent ni du gouvernement ni d'un député, mais ça nous montre aussi, et c'est quelque chose auquel je crois profondément, que pour être capable de répondre à ces Français, par exemple, qui sont dans des démarches administratives dématérialisées, dont ils ne se sortent pas, qui pourraient bénéficier d'aides auxquelles ils n'accèdent pas. Et vous voyez, moi je suis frappée, parce que vous savez qu'un Français sur deux qui a droit au minimum vieillesse, c'est-à-dire un peu plus de 1 000 euros par mois, n'y accède pas. Donc on voit qu'on a vraiment besoin de travailler en proximité, et c'est ce que moi je souhaite continuer à faire comme parlementaire, avec les élus locaux pour repérer les personnes qui sont en difficulté et répondre en se mettant tous autour de la table à ces problèmes pratiques, concrets, qui nous sont beaucoup présentés quand on est sur les marchés. Justement, sur le terrain, quelles sont les questions des habitants ? On parle beaucoup du pouvoir d'achat, évidemment, qui est le sujet numéro 1 de préoccupation des Français, mais sur cette circonscription-là, est-ce qu'il y a des questions très particulières, des inquiétudes de ces électeurs ? La santé, on imagine, l'agriculture aussi ? Oui, alors il y a évidemment des sujets, notamment sur l'accès aux services publics. Vous savez qu'on a engagé une remise de services de proximité avec la création des maisons France Service. Maintenant, chacun peut accéder à une maison France Service à 30 minutes de chez lui. Et il y a 10 maisons France Service sur le territoire de la 6e circonscription. Mais c'est sans doute encore trop loin. Et il faut, je pense, aller davantage au-devant de nos concitoyens. Toutes ces démarches en ligne, moi, on m'en parle beaucoup. La nécessité, le besoin d'avoir de l'humain dans les relations et dans les services publics qui peuvent parfois se renvoyer la balle. Et quand vous êtes face à un logiciel, vous n'arrivez pas à passer l'étape d'après, c'est quelque chose qui angoisse, qui stresse, et c'est beaucoup des sujets dont on me parle. Il y a évidemment l'accès aux soins. Donc là encore, je me suis battu à la fois pour financer la rénovation des urgences de l'hôpital de Vire, pour apporter des solutions spécifiques pour des territoires comme celui de la 6e circonscription, mais ça vaut dans d'autres territoires, avec un projet de médicobus qui est porté par l'intercommunalité de la Vire-au-Noireau. Il y a 100 projets de médicobus dans toute la France. Ça veut dire qu'on amène la santé au plus proche des habitants, et je pense que c'est vraiment des sujets de préoccupation importants. Est-ce que ça fonctionne, ça, les médicobus ? Alors, le projet, il n'est pas encore opérationnel, il est en préparation, donc je vous dis, avec l'intercommunalité de Vire-au-Noireau, et c'est quelque chose auquel moi je crois beaucoup, tout comme je crois aussi, vous savez, dans nos territoires ruraux, au redéveloppement de commerce de proximité. C'est aussi quelque chose que moi j'ai porté comme Première ministre, de pouvoir réimplanter des commerces multiservices en milieu rural. Bien sûr, ça suppose que sans doute il puisse y avoir des ventes itinérantes, qu'on puisse aller dans les villages. Mais voyez, revenir vers les habitants de ces territoires ruraux, leur apporter des services publics, leur apporter du commerce, je pense que c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que sur certains sujets, il faut faire des retours en arrière. Je pense notamment, vous parlez de commerce de proximité ou de services de proximité. Je pense à la Poste, par exemple, où certains bureaux de poste ont fermé pour aller faire ces services-là sur d'autres commerces. Est-ce que ça, c'est des machines en arrière à faire ? C'est vraiment le sens des maisons France Service qu'on a créées, en partenariat avec des départements qui pouvaient en avoir. C'est le cas dans le Calvados qui avait créé des points de contact de proximité. Et moi, j'y crois beaucoup parce que, vous voyez, c'est regrouper en un même lieu des services publics. Et quand vous avez quelqu'un qui est capable de vous répondre au nom de la caisse de retraite, de la caisse d'allocation familiale, des services fiscaux, ça permet de régler des démarches et de ne pas avoir des effets où on se renvoie chacun la balle. Et c'est extrêmement déconcertant, ça plonge dans le désarroi beaucoup de nos concitoyens qui n'arrivent pas à se sortir des démarches qu'ils ont à faire. Elisabeth Borne, on va juste vous demander de changer de place et de vous déplacer plus à ma gauche pour un problème de micro. Je vous laisse tout de suite changer avant de poursuivre l'interview. On va revenir sur quand même ce contexte politique dans le département et notamment sur notre circonscription. On parlait de votre adversaire, Nicolas Calbrix. Vous disiez, vous avez gagné des voix, mais le Rassemblement national arrive lui aussi à grappiller des voix sur l'ensemble du département. 14 000 voix en 2 ans quand même. Donc il arrive à réunir un électorat aujourd'hui, ce Rassemblement national. Je pense que le Rassemblement national fait dans cette élection, il fait depuis
toujours, c'est-à-dire qu'il attise et qu'il capte les colères, au lieu d'apporter des réponses concrètes à nos concitoyens. Et moi, je suis frappé quand j'entends le candidat du Rassemblement national, il ressasse des formules qui doivent lui avoir été fabriquées par Paris, et il ne s'intéresse absolument pas à la situation de la circonscription. Donc, évidemment, capter des colères, attiser des colères, c'est la stratégie du Rassemblement national. Moi, mon objectif, c'est de répondre à ces difficultés. Et je pense qu'on a aussi besoin d'apaiser le pays, on a besoin de cohésion, de pouvoir travailler tous ensemble au service de notre pays et de nos concitoyens. Lucien Devosges. Alors, il y avait un troisième candidat sur cette circonscription qui était en mesure de se qualifier. Il s'agit de Noé Gauchard du Nouveau Front Populaire, qui était déjà candidat en 2022 face à vous, qui s'était qualifié à l'époque pour le second tour. Cette fois-ci, il s'est passé quelque chose de peut-être inattendu, tant tout oppose la France insoumise, puisqu'il est membre de la France insoumise et la majorité présidentielle. Il s'est désisté en votre faveur, en appelant afin que ses voix puissent aller se reporter sur vous. Comment vous accueillez ce soutien ? Est-ce que ça veut dire que vous donnerez des gages à cette partie de l'électorat une fois à l'Assemblée nationale ? Vous savez, sur tout le territoire, d'abord, dès le premier tour, on avait fait le choix de ne pas présenter de candidats dans 65 circonscriptions, quand on pouvait faire gagner un candidat de la gauche modérée, du centre, de la droite modérée, et on a retiré des candidats dans plus de 80 circonscriptions quand il y avait un candidat du Nouveau Front Populaire qui avait plus de chances que notre propre candidat, arrivé en 3e position pour battre le Rassemblement national. Parce que je pense qu'il faut que chacun ait en tête que l'enjeu, c'est, dans ma circonscription, évidemment, de ne pas être représenté par le Rassemblement national, mais c'est aussi de ne pas donner les pleins pouvoirs au Rassemblement national et de ne pas avoir une majorité absolue. Moi, je suis consciente, vous savez, que pour les électeurs, évidemment, ceux qui ont voté Nouveau Front Populaire, reporter leur voix sur moi, ça n'est pas évident. Tout comme pour nos électeurs, reporter leur voix sur un candidat du Nouveau Front Populaire, ça n'est pas évident. Mais je pense que tous ensemble, on doit faire barrage au Rassemblement national et on doit se retrouver autour de candidats qui partagent nos valeurs républicaines, la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Justement, vous parlez des valeurs républicaines. Il y a pendant de nombreux mois, les derniers mois de la campagne, Emmanuel Macron, Gabriel Attal ont sorti la France insoumise du champ républicain. On l'a beaucoup entendu. Est-ce que c'est pas une vision court-termiste aujourd'hui de s'allier ? Il y a une alliance pour faire barrage au Rassemblement national, vous l'avez dit, mais demain, dans la future Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il y a en commun entre un élu France insoumise et vous, Elisabeth Borne, ou d'autres élus de la majorité présidentielle qui seront élus dimanche soir? Moi, je ne vais pas préjuger de ce que sera l'Assemblée dimanche. Je pense qu'il faut respecter les électeurs. Ce dont je suis certaine, vous savez, et moi je l'ai fait pendant 20 mois, c'est qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels une partie de la classe politique qui ne partage pas tout peut se retrouver. On s'est retrouvés, par exemple, pour voter des textes sur le nucléaire, l'accélération, enfin notre autonomie énergétique avec les communistes. On s'est retrouvés pour voter des textes sur les énergies renouvelables avec les socialistes. Et on a su trouver des compromis avec, effectivement, des députés avec lesquels on ne partage pas sur tout, enfin, on n'a pas le même point de vue sur un certain nombre de sujets, mais quand il s'agit de l'intérêt du pays, quand il s'agit d'avancer, je pourrais vous parler du développement des industries, de la transition écologique. Là aussi, on s'est largement rassemblés pour faire avancer le pays au service de nos concitoyens. Il y a certains projets communs, effectivement, on le comprend. Merci Elisabeth Borne. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. Interview exclusive avec l'ex-première ministre. C'est sur Tendance Ouest. On se retrouve dans un instant. À tout à l'heure. De retour sur Tendance Ouest pour ce face-à-face avec Elisabeth Borne, candidate de la 6e circonscription et ex-première ministre. Elisabeth Borne, 200, on en parlait tout à l'heure, 200 candidats ont décidé de retirer leur candidature en France, à peu près sur l'ensemble du territoire, pour faire front républicain contre l'extrême droite. Il y a eu 3 désistements de la gauche dans les 6 circonscriptions du Calvados, la 4 et la 5, celle de Ouistreham-Côte-Fleury et du Bessin-Côte-de-Nacre, mais aussi la vôtre, celle de Vire-et-Brécy. Vous avez des idées qui vous réunissent finalement entre vous et le Nouveau Front Populaire ?
Dans le nouveau Front populaire, vous avez des partis, le Parti socialiste, les écologistes, vous avez les communistes, avec lesquels, moi je vous dis, on a adopté des textes, et puis on a fondamentalement en commun le respect des valeurs républicaines, l'attachement à la liberté d'expression. Par exemple, moi quand j'entends le candidat Rassemblement National dans ma circonscription expliquer qu'il faut privatiser France 3 et France Bleu, parce que je ne sais pas à quel actionnaire il envisage de les vendre, mais vous voyez, on partage un attachement à la liberté d'expression, à l'indépendance de la justice, aux droits des femmes, et je pense que c'est des sujets majeurs qui nous réunissent. En quoi le Rassemblement National, lui, n'est pas républicain, alors ? Écoutez, franchement, je pense qu'au fur et à mesure qu'on prend connaissance de l'histoire de leurs candidats, on découvre quand même des choses assez stupéfiantes. Vous l'avez dit, dans la première circonscription, une candidate qui a posé avec une casquette une casquette nazie. Voilà, dans la deuxième circonscription, une candidate qui tient des propos racistes. Moi, je vois le suppléant du candidat dans la 6e circonscription qui tient des propos racistes et antisémites sur plusieurs ministres, sur la présidente de l'Assemblée nationale. Et puis, je ne sais pas, je ne vais pas faire l'enquête moi-même, mais peut-être que le candidat aura l'occasion d'expliquer quels sont les liens entre son suppléant et la Russie. Manifestement, ils ont l'air étroits. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'on a l'impression que la majorité présidentielle, Emmanuel Macron, Gabriel Attal, se réveille aujourd'hui en faisant du Rassemblement National le grand ennemi, alors que pendant des mois, voire des années, on a installé le Rassemblement National en le principal adversaire de la majorité présidentielle. Pendant des mois, les attaques ont été plutôt concentrées sur l'extrême gauche, la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. On a l'impression qu'il y a un réveil d'entre-deux tours. Soudain, le Rassemblement National, c'est le grand ennemi à abattre pour la majorité présidentielle. Est-ce que c'est pas un peu tard finalement aujourd'hui ? Je vais vous dire, j'ai jamais été chercher le moindre accord avec le Rassemblement National. Et quand vous regardez les propos qui sont aussi sexistes du vice-président Rassemblement National de l'Assemblée, il n'y a pas de doute qu'on ne s'apprécie pas avec le Rassemblement National et qu'ils le savent très bien. Et pourtant, le Rassemblement National se revendique, lui, républicain. Oui, mais je veux dire, vous savez, on peut aussi raconter, on voit au fur et à mesure que les masques tombent. Pendant maintenant 20 mois, ils nous ont expliqué qu'ils étaient extrêmement respectables. Tout ce qu'on voit sur leurs candidats, les propos qui ressortent, on voit que ce sont des masques et les masques tombent. Et je pense que c'est bien pour la démocratie. On va rebondir sur le soutien, je reviens là-dessus, mais le soutien de Noé Gauchard. Vous n'auriez pas été, vous ne serez pas passé au second tour. Est-ce que vous auriez fait l'inverse ? Est-ce que vous... Moi, je ne vais pas faire de la politique fiction. Ce que je peux vous dire, c'est que je comprends que c'est dur pour les électeurs du nouveau Front populaire de voter pour moi. On pourra peut-être revenir. Vous avez mentionné les 49.3. Je demande un droit d'explication sur ce sujet. C'est dur pour les électeurs de la majorité présidentielle de se reporter sur des candidats du nouveau Front populaire, et je suis convaincu qu'ils vont le faire parce qu'on est attaché aux valeurs républicaines et parce qu'on ne veut pas se réveiller lundi matin avec une majorité absolue au Rassemblement national. Justement, en parlant de lundi matin, sans préjuger des résultats exacts de dimanche soir, on va se retrouver avec une assemblée extrêmement fragmentée, avec 3 blocs pas de taille égale, mais assez rapprochés, bien plus que ça ne l'était lorsque vous étiez Première ministre. Comment on va gouverner demain dans cette assemblée, sachant que vous allez avoir droit à votre droit de réponse. Vous avez dû faire usage à plusieurs reprises, plus de 20 fois je crois, du 49.3 à l'Assemblée. La situation semble encore peut-être plus inconfortable demain dans l'Assemblée qui sera élue. Alors, vous savez, je pense que évidemment les oppositions et mon adversaire du Rassemblement national dit Madame 49.3. Le 49.3, il sert notamment à faire adopter un budget quand les oppositions refusent de le voter. Il faut que chacun soit conscient de la situation dans laquelle on plonge le pays s'il n'y a pas de budget. S'il n'y a pas de budget, on ne paye plus les fonctionnaires, on ne paye plus les prestations sociales. Et pour faire adopter un budget, il faut 10,49,3. Moi, j'ai porté 2 budgets, ça fait 20,49,3. Oui, mais ces oppositions et alors, moi, j'entends, vous voyez... Ils peuvent avoir leur raison de ne pas le voter, ce budget. Oui, non, mais je dis simplement, vous voyez, dans le même temps,
on a voté des dizaines de textes sur des sujets très différents, plus de 60 textes, où on a construit des majorités. Donc moi, je fais confiance, je pense qu'il faut de l'apaisement dans le débat politique et qu'on doit tous y contribuer. Il faut du compromis, il faut s'écouter. Et sur plus de 60 textes, on a construit des majorités sur des sujets aussi différents que la loi de programmation militaire, l'accélération du développement de l'industrie de la transition écologique. Sur tous ces sujets très différents, les moyens du ministère de la Justice, on a pu construire des majorités. Donc moi, je crois à la nécessité de s'écouter, de travailler ensemble. Vous parlez de confiance, Elisabeth Borne. Beaucoup de Français, que vous le vouliez ou non, vous collent l'étiquette de Madame 49.3, reparlent de la réforme des retraites. Ça a été le cas d'ailleurs à Vire, où plusieurs habitants l'évoquent, ce sujet-là. C'est difficile de s'en sortir d'ici dimanche dans ce contexte-là ? Enfin, moi, c'est pas de ces sujets-là dont parlent les habitants. Je vous ai dit, moi, je vois surtout des Français qui peuvent être en difficulté et qui attendent des réponses concrètes. Et je pense que le rôle d'un député, c'est aussi ça. Il y a quand même beaucoup d'habitants qui disent nous, on retient la réforme des retraites avec Elisabeth Borne. Oui, alors, moi, je ne sais pas si vous avez réussi à comprendre ce que sont les propositions du Rassemblement national sur le sujet. La dernière fois que Jordan Bardella s'est exprimé, il s'agit maintenant, pour la majorité des Français, de partir à la retraite à 66 ans. Donc, moi, j'ai porté une réforme, effectivement, qui a décalé l'âge de départ à 64 ans, pas pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, pas pour ceux qui ont des métiers pénibles, 4 Français sur 10 n'auront pas à travailler jusqu'à cet âge-là, et une revalorisation des petites pensions, et je peux vous dire qu'elle est très attendue, jusqu'à 100 € par mois, c'est 1,5 million de Français qui bénéficient de cette revalorisation, 500 000 l'ont déjà eu, 1 million y a droit et en bénéficiera en octobre avec effet rétroactif au 1er septembre 2023. Aussi un électrochoc pour nous tous d'avoir le Rassemblement national aux portes du pouvoir, et ça nous invite à beaucoup de responsabilités. Ça nous invite à beaucoup de responsabilités et d'exemplarité à l'Assemblée nationale, et ça nous invite aussi à travailler, je suis convaincu que c'est aussi une des clés, beaucoup plus en proximité. Moi, j'ai toujours cru au travail avec les collectivités qui connaissent leur territoire. Il faut qu'on continue à travailler la main dans la main. Moi, en tant que député, c'est ce que j'ai porté, c'est ce que je souhaite continuer à porter demain, parce que vous voyez, y compris quand j'évoque des personnes en difficulté, qui peuvent être dans le désarroi qui tourne à la colère, qui mieux que le maire peut nous aider à identifier ces difficultés et à apporter les bonnes réponses. Et donc moi, c'est vraiment ce à quoi je crois. Quelque part, la situation nous oblige à cet apaisement, à cette exemplarité à l'Assemblée nationale et à ce travail en commun avec tous les acteurs dans les territoires. Est-ce que s'il y a des choses qui étaient à refaire depuis 2017, vous en referiez? Je pense notamment, là vous parlez du rôle des collectivités qui est important. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas fait fausse route? Il y a eu beaucoup de collectivités ou de corps intermédiaires, des syndicats qui se sont sentis, le mot est peut-être fort, mais parfois méprisés ou humiliés, en tout cas ont passé par-dessus leurs avis. Est-ce qu'il y a des regrets de ce côté-là sur les 7 dernières années? Ce que je peux vous dire, c'est que je crois beaucoup au dialogue social. Il y a des pays, vous voyez, dans l'Europe du Nord, dans lesquels le dialogue social a beaucoup plus d'importance que chez nous. Je trouve que c'est un très bon modèle. Je pense qu'il faut que les partenaires sociaux, organisations patronales et syndicales prennent tout l'espace qui est le leur, parce que qui mieux qu'eux peut définir les solutions qui sont adaptées. Mais je peux vous assurer que, par exemple, quand je les ai réunis, en juillet 2023, on avait défini un agenda social sur lequel ils ont avancé. Je regrette, par exemple, qu'ils n'aient pas trouvé d'accord sur l'emploi des seniors. Et peut-être aussi que c'est pour les partenaires sociaux, là aussi, un choc, un électrochoc pour dire chacun doit jouer son rôle. Les partenaires sociaux doivent absolument arriver à trouver des accords quand on est sur un enjeu comme l'emploi des seniors. Il faut que les partenaires sociaux, que les organisations patronales et syndicales arrivent à s'entendre pour avoir des parcours professionnels
dans lequel on tient compte des métiers pénibles, on propose des évolutions professionnelles, on a tous les outils en main. Donc chacun doit prendre ses responsabilités, partenaires sociaux. Évidemment, il faut travailler avec les collectivités. Moi, j'ai toujours travaillé avec tous les niveaux de collectivités, leurs représentants, et c'est comme ça qu'on permettra à notre pays de réussir, de tenir sa place et de répondre aux attentes de nos concitoyens. Vous avez toujours eu le sentiment d'avoir été suivi dans cette volonté d'associer les collectivités Chacun peut avoir sa sensibilité. La mienne, c'est de travailler avec les organisations patronales, les organisations syndicales, les associations, les ONG, les collectivités. Il n'y a pas de, si on parle du contexte politique, s'il n'y a pas de majorité absolue, on voit ce que ça donne. Est-ce que vous craignez que le pays soit bloqué demain ? D'abord, je pense qu'il faut éviter que le Rassemblement national ait une majorité absolue. Je suis un peu surprise d'entendre Jordan Bardella qui dit « jamais en majorité relative ». Pendant 20 mois, j'ai assumé les responsabilités de gouverner en majorité relative. Et je vous dis, moi je pense qu'il faudra que chacun prenne ses responsabilités pour permettre à notre pays d'avancer. S'il n'y a pas de majorité absolue, ce que j'espère du Rassemblement national, il faudra qu'on s'écoute encore plus et qu'on arrive à trouver ensemble des compromis sur des textes pour notre pays. Accepter, avoir un Rassemblement national à 180, 190, 200, 250 sièges, on verra lundi. Est-ce que c'est accepté enfin de la part d'une partie de l'échiquier politique que le Rassemblement national fait partie désormais du champ républicain ? Ça ne change pas le fait que, je vous dis à chaque fois qu'on regarde, qu'on creuse un peu qui sont leurs candidats. Enfin, écoutez, moi, quand j'entends le candidat dans la 6e circonscription qui dénigre les enseignants, quand je l'entends vouloir privatiser l'audiovisuel public, je veux dire, où est la liberté d'expression, où est le respect qu'on doit à des enseignants qui sont confrontés à un métier extrêmement difficile. Voilà, donc on ne partage pas. Et vous savez très bien qu'il répond aussi à des demandes des électeurs. On entend ce discours-là sur les enseignants, vous l'avez dit, sur la privatisation des services publics. C'est un discours qu'on entend aussi. Sinon, le Rassemblement national ne ferait pas entre 30 et 40% à peu près partout. Je ne pense pas du tout que ce soit sur ces sujets-là. Moi, je vous dis, le Rassemblement national prospère en attisant les peurs, en attisant le ressentiment, en attisant les colères, plutôt que d'apaiser, plutôt que d'apporter des solutions. Voilà, leur fonds de commerce, c'est la peur, c'est opposer les uns aux autres. Je pense qu'il y a un autre chemin pour notre pays et c'est celui que moi je veux porter. Vous parlez notamment effectivement au niveau national. Est-ce que ça pourrait aussi bloquer les échanges avec l'Union européenne ? On sort tout juste des élections. Enfin, vous savez, moi je ne vais même pas essayer de comprendre quelle est la position du Rassemblement national sur l'Europe. De toute façon, sur tous les sujets, ils changent chaque jour de position. En tout cas, la France représente quelque chose pour nos concitoyens. La France représente aussi quelque chose en Europe. La France tient une place dans le monde et c'est d'autant plus important qu'on n'ait pas dimanche soir une majorité au Rassemblement national. Vous défendrez quelles valeurs, vous, le Front républicain à l'Assemblée ? Les valeurs, vous savez, les valeurs de la République, les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, ça veut dire quelque chose. La liberté d'expression, l'indépendance de la justice, ce sont des principes absolument fondamentaux sur lesquels je me battrai vraiment avec toute l'énergie qui est la mienne. On va se projeter sur un peu plus loin. Je sais que c'est pas évident pour vous. On parle déjà de dimanche, mais si on se projette sur les 3 prochaines années, 2027, comment vous imaginez le pays de demain, vous, Elisabeth Borne ? Écoutez, moi j'espère qu'on peut continuer à créer des emplois dans notre pays. Je pense que, vous voyez, avoir fait baisser le chômage, et sans doute nos concitoyens en ressentent pas suffisamment les effets, mais créer des emplois de qualité, réindustrialiser le pays, ce qui est important pour notre indépendance, ce qui est important aussi parce que ce sont des emplois de qualité, retrouver de la promotion sociale. Vous savez, quand on a des gens qui démarrent leur vie professionnelle au SMIC et qui 30 ans plus tard sont toujours au SMIC, évidemment, ça génère du ressentiment et de la colère. Donc, il faut relancer l'ascenseur social, il faut poursuivre la transition écologique
Et voilà, ce sont des combats qu'il faut absolument mener dans les prochains mois et dans les prochaines années. Ce sont des défis que vous pensez relever en 3 ans ? Ce sont des défis, vous savez, je pense que moi je le mesure pleinement. On s'attaque à des fractures extrêmement profondes dans notre pays. Quand on a désindustrialisé pendant des décennies, c'est des territoires entiers qui sont dévastés. Quand on a laissé s'installer cette fracture entre la ville et la campagne, quand on a accepté que l'ascenseur social soit bloqué, c'est vraiment des maux profonds de notre pays. Par exemple, sur ce sujet, on a réussi à tripler le nombre d'apprentis, à proposer d'autres chemins aux jeunes pour se former. L'école de production dont je vous parlais, c'est précisément de se dire chaque jeune doit avoir sa chance, il faut être capable de lui proposer la bonne formation, le bon parcours pour qu'il puisse d'abord se projeter dans un métier qui lui fait envie et qui puisse réussir. Mais ce sont des défis sur lesquels il faut le dire à nos concitoyens, il n'y a pas une baguette magique. On ne répare pas ces fractures profondes d'un coup de baguette magique, mais il faut vraiment s'y atteler avec énormément d'énergie et garder ce cap de l'égalité des chances, du droit pour chacun à avoir une promotion sociale, de la transition écologique, de l'autonomie industrielle, agricole, alimentaire. Il faut garder ces caps parce que c'est les caps qui sont bons pour notre pays. Ce discours qui se veut raisonnable, modéré, est-ce que vous pensez qu'il a encore l'oreille des Français ? On va avoir 2 échéances électorales à très court terme, 2026-2027. Est-ce que vous pensez ce que vous portez là, encore l'oreille des Français ? Est-ce que vous arrivez à les sensibiliser, à attraper leur attention sur ces sujets ? Alors 2026, ce sont des élections municipales. Je pense que les Français perçoivent mieux l'action des élus locaux. Heureusement, alors les dernières élections municipales avaient été organisées dans une période dont on se souvient tous du Covid, mais je pense que, l'action des maires en proximité, les Français s'en rendent compte. Je note aussi, vous voyez, c'est un très bon exemple, que dans un conseil municipal, on n'est pas en train de s'affronter sur des idéologies et que bien souvent, quand il y a des projets importants pour la commune, tout le conseil municipal est capable de se rassembler pour trouver des bonnes réponses. Et donc, je pense qu'on peut être confiant sur ces échéances. Et voilà, à nous, demain, j'espère les députés qui seront à l'Assemblée nationale, de redonner confiance à nos concitoyens, de travailler en proximité, d'être plus proche de nos concitoyens sur le terrain, aux côtés des collectivités, aux côtés de tous les acteurs du territoire. Quel rôle vous allez jouer demain ? Vous avez été Premier ministre à plusieurs reprises. Quel rôle vous allez jouer à l'Assemblée et peut-être en dehors sur la scène politique nationale ? Je ne suis pas en train de me poser cette question. Je vous ai exprimé ce qui me tient à cœur. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est l'intérêt de mon pays, c'est la capacité qu'on peut avoir à créer des emplois de qualité, à offrir un avenir à chacun, à mener une transition écologique ambitieuse, à porter l'égalité des chances, c'est ça qui me tient à cœur. Elisabeth Borne, un dernier mot. Qu'est-ce que vous souhaitez dire à vos électeurs avant dimanche ou futurs électeurs, vraiment dans un dernier temps là, la campagne se termine ce soir. S'il y avait un dernier mot à faire passer. Peut-être leur dire que moi je suis très attaché à cette circonscription dans laquelle j'ai choisi de m'engager en 2022. Vous avez évoqué le fait que mes racines sont ici et que moi je souhaite mettre mon expérience, compris mon expérience nationale, mon énergie au service de ce territoire et continuer à travailler la main dans la main avec tous les acteurs, élus, entreprises, associations, agriculteurs, au service des habitants de la 6e circonscription. Et votre priorité des priorités, si vous êtes élu demain, quand vous reviendrez ici dans la circonscription, ce serait quoi ? Moi, vraiment, ce qui me frappe, c'est ce besoin de proximité et de réponse, de contact humain pour nos concitoyens, sortir de cette dématérialisation, revenir au contact de nos concitoyens, être en mesure d'écouter leurs difficultés et ensemble, avec tous les acteurs du territoire, d'être capable de leur apporter des réponses.
Bien, merci beaucoup Elisabeth Borne. On arrive au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation ici sur ce plateau. On le rappelle, Elisabeth Borne est opposée à Nicolas Calbrix, candidat du Rassemblement national sur la 6e circonscription. On le disait à l'instant, la campagne se termine ce soir minuit. On se retrouve dimanche pour une émission spéciale sur Tendance Ouest à partir de 19h30 pour décrypter, analyser, commenter les résultats de ce second tour. Très belle journée à tous.